Troisième segment, Matt va parler de Blade Runner, le jeu de rôle, le dernier sorti de Free League. Tout à fait. Free League a fait un Kickstarter qui était en fin d'année dernière, je crois. Et comme ils sont assez efficaces, il est déjà arrivé en format solide dans mon Trop escarcelle. fort. Mm. Voilà. Et j'avais pris le Kickstart où il y avait le livre de base en physique en PDF. J'avais le kit de démo en PDF. Et j'ai quelques codes pour les avoir sur certains VTT comme Roll20 et Fonderie. Sachant que la version Fonderie était encore mieux, c'est qu'on avait même le kit de démo sur Fonderie. Pas sur Roll20, c'est dommage, j'ai pas Fonderie. Tant pis pour moi. Mais j'ai tous les Ça assets se manger. pour pouvoir les coller sur le VTT qui me plaît, comme par exemple au hasard One More Multiverse. Peut-être. Peut-être. Donc, Blade Runner. Je suis un gros fan du premier film de Ridley Scott avec Harrison Ford et Rutger Hauer. C'est un peu Ouais. une des œuvres qui m'a le plus marqué dans ma vie, donc je connais très bien. Je connais assez bien le de 2049, je crois que je sais plus si c'est 46 C'est ou ça. 49, 49. C'est 2049, ouais. Voilà, je l'ai vu deux fois, donc voilà, je vois à peu près de quoi ça parle. J'ai pas vu le film d'animation, il y a eu un film d'animation pour préparer 2049 qui s'appelait Blackout. Ah, j'ai pas vu ça. Et globalement, le jeu de rôle Blade Runner a décidé de mélanger toutes ces œuvres qui ont sur Blade Runner et de créer un background commun. Donc on va quand même aller D'accord. voir voilà, Blade Runner, hop, la jolie petite couverture. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que C'est sympa déjà. Déjà, voilà, l'ambiance. l'esthétique, l'ambiance est très bien respectée. Où on est vraiment dans la DA du bouquin, enfin des films, pardon, et surtout du premier. Mm. Et tout le livre a quand même une Oh, DA assez, quand même, ouais, c'est clairement, stylé en vrai. voilà, ouais, vraiment jolie, assez lisible. Il y a des dessins où on est tout de suite dans le. Quand on connaît les livres, on est Ouais, vraiment tout de suite dans le. Enfin, les livres, les films, pardon. On est les vraiment films. dans Ouais, ça l'ambiance regarde des l'œil. films. Voilà, l'œil, des spinners, voilà, c'est. De ce point Et de vue-là, comme objet pour les fanboys de Blade Runner, vous n'allez pas être déçus, c'est un beau bouquin. ouais. Et visuellement, ça a l'air de ressembler plus au premier qu'au 2049. Ouais. Alors, le 2049 a une grosse influence sur ce jeu, mais D'accord. clairement, l'esthétique, on est dans le premier Blade Runner, Dans le premier, ouais. voilà, qui est vraiment l'inspi de l'esthétique. Ici, on a une jolie Principal. timeline. Ah, Et c'est pas mal voilà, ça. la timeline, c'est donc la timeline historique du monde de Blade Runner. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Blade Runner, cette timeline est assez importante parce qu'elle va vous permettre de comprendre l'univers dans lequel vous êtes. Pour faire simple, c'est pas vraiment notre futur. Ils ont choisi de considérer que c'est une uchronie. En gros, à partir des années 1980, le monde a pris une orientation proche de la nôtre et en même temps différente. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on était dans un slider et qu'on avait slidé sur un monde un peu différent du nôtre. La grosse différence, c'est que tous les problèmes liés à l'exploitation de la Terre par l'humain, la pollution, le réchauffement climatique, toutes ces formidables choses, ont quelques dizaines d'années d'avance sur nous. Et donc, la Terre va Le là. futur! Voilà, c'est-à-dire que, spoiler alert, c'est un jeu hyper anxiogène. Ah oui, C'est-à-dire que si vous forcément, n'avez pas trop. envie de jouer dans un jeu feel bad où vous êtes dans un futur qui peut ressembler, en tout cas au niveau écologique, potentiellement au nôtre. À notre présent! Non, parce que ça va quand même plus loin, mais en gros, c'est Oui, ça va plus loin, mais. vers quoi on pourrait peut-être aller d'ici 20, 30, 40, 50 ans dans notre monde à Hmm. nous. Donc on va dire que 3 ans, max. 3 ans, peut-être 3 ans max. En tout cas, le jeu considère qu'en 1980, on est déjà à l'équivalent de notre époque plus 10 ou 20, Ouais. 30. Voilà. Donc la Terre est dévastée et l'humanité a décidé d'investir grandement dans l'exploration de l'espace, puisque plutôt que d'essayer de sauver la planète, autant elle exploiter des astéroïdes ailleurs pour amener un maximum de minerais. Et pour être capable de faire tout cela, on va donc avoir des ouvriers. Mais les ouvriers humains, c'est chiant, hein, donc on va dans ce Ils monde. doivent se reposer, ils ont des RTT, Voilà. c'est relou. Donc dans ce monde, on a réussi à développer la génie génétique comme jamais.
Et donc, on a créé des réplicants, c'est-à-dire des sortes d'humanoïdes faits de chair et de sang, dans lequel on a implanté une mémoire plus ou moins, comment dire, enfin une fausse mémoire, pour leur donner à peu près un équilibre mental, et on en a produit plein, puisqu'ils sont produits à la chaîne, et on les envoie bosser dans les colonies de l'espace. Voilà, ça c'est le scénario du premier film, c'est-à-dire qu'une fois que c'est arrivé, bah, il y a des réplicants qui sont rebellés, et depuis qu'ils sont rebellés et qu'ils ont commencé à tuer des humains, que donc l'outil a commencé à frapper celui qui l'utilisait, les réplicants sont devenus donc illégaux et sont chassés sur la Terre par une unité spéciale qui s'appelle les Blade Runners. Ça c'est le pitch de base du premier film, je ne spoil rien. Littéralement, au bout d'une seconde, vous avez un Oui, déroulant qui résume ce oui, que je il viens y de a vous un... dire dans le premier film. Donc, je ne vous ai pas Ah oui. spoilé Blade Runner. Et puis c'est bon, il y a prescription, Maintenant, je vais devoir un peu spoiler quand même, quand parce même. que, comme on le voit là, le premier Blade Runner, il se passe en 2019. Et donc, tout ce qui se passe dans le premier Blade Runner, dans le jeu Blade Runner, arrive. Donc, en 2019, dans le monde de Blade Runner, arrive ce qui arrive dans le film. On est en 2037, c'est-à-dire avant 2049. Donc, on est Donc dans on est un... entre les deux On est films en entre termes les de deux films. timeline. On est entre les deux films, Ok. voilà, au niveau des timelines. Donc, pour vous dire, dans le film, on est arrivé au Nexus 6. C'est le nom, le numéro de série des réplicants. Mm. En 2049, on est au Nexus 9. Voilà, donc il y a eu trois itérations depuis. Et en 2037, c'est la mise en activité du Nexus 9. Donc en gros, le Nexus 7, suite au problème que le Nexus 6 a fait, le Nexus 7 n'est jamais sorti. Le Nexus 8, lui, est sorti. Il a eu quelques défauts, il s'est fait éradiquer. Et donc on arrive au Nexus 9 qui a été vendu comme le vrai bon Nexus qui est gentil, qui obéit, qui est servile et qui ne va pas se rebeller. Puisque dans le premier Blade Runner, le motto de la société qui fabrique les réplicants, c'est plus humain que l'humain, alors que Mm. le motto de la nouvelle société qui fabrique les nouveaux réplicants, c'est moins humain que l'humain. Parce que justement, l'idée, c'est qu'il faut qu'il soit Et histoire servile, repérable. il soit Oui. servile, il obéit. Et Mm. puisqu'il obéit, eh bien, il a le droit d'avoir une place dans la société. Alors, entendons-nous, c'est une place d'esclave, hein, D'accord. mais Mais ils sont reconnus. ils sont reconnus et on ne les chasse pas à vue. Au contraire, on les utilise. Et en particulier dans une nouvelle unité Blade Runner, qui est toujours la même, dont le but n'est pas de uniquement débusquer et tuer les réplicants rebelles, mais de tout simplement, c'est la division des flics qui s'occupent de toutes les affaires liées aux réplicants. Donc, D'accord. les crimes qu'ils pourraient commettre, mais aussi les crimes dont ils pourraient être les Ah, victimes. ils subissent. Mm. Et donc, en gros, imaginez dans les années 50, vous êtes au bureau des affaires indiennes aux États-Unis dans les années 50, c'est à peu près la même chose. Il faut remplacer les Mm. Indiens par les réplicants. Mais c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes là pour vérifier que quand vous allez enquêter sur un meurtre qui a été fait sur un réplicant, c'est pas tellement pour la famille, la famille n'a pas de réplicant, mais le propriétaire du réplicant. En gros, Mm. il y a quelqu'un qui posait le réplicant, il a été floué de son matériel puisque le réplicant a été buté. On a envie quand même de Ouais, savoir ce qui se c'est passe. bien et objet, quoi. Voilà, donc toute affaire liée aux réplicants, leur trafic, leurs modifications, il y a les versions un peu pirates qu'il pourrait y avoir, les crimes qu'ils commettent, ou donc les crimes dont ils sont victimes, c'est les Blade Runners qui s'en chargent. Donc vous êtes une unité de flics dans laquelle il y a des humains et des Blade Runners, et des réplicants. Donc vous pouvez jouer un réplicant ou vous pouvez jouer un humain. D'accord. Donc ça c'est le pitch de base, j'étais un peu long, mais pour vous expliquer, voilà, 2037, vous êtes après le film, vous êtes avant 2049, et vous jouez l'unité de Blade Runner, qui doit donc enquêter sur toutes les affaires liées aux réplicants. Donc je Et, trouve que c'est un pitch qui est assez bien vu, qui permet plein de choses intéressantes. Et la phrase, je trouve, clé dans ce jeu, c'est à un moment, ils disent ne pensez pas que c'est un jeu d'enquête. Parce que oui, il y a des enquêtes, on est d'accord, mm. mais c'est un jeu qui, en gros, te dit n'emmerdez pas les joueurs pour trouver les preuves, donnez-leur rapidement. Le but, c'est pas de discuter pour trouver les preuves, c'est les problèmes moraux que les preuves vont développer. Parce qu'en fait, comme il le dit, ce n'est pas un jeu d'enquête, c'est un jeu de drama. Et donc tout est fait D'accord. pour que les enquêtes, donc j'ai lu le scénar d'intro, qui est le scénar de présentation, effectivement, tout est fait pour que l'enquête, en fait, tu aies rapidement les preuves, et que le but, c'est pas tellement de savoir, de trouver les preuves, c'est qu'est-ce que tu veux en faire, et qu'est-ce que ça va bouger au fond de ton personnage. D'accord.
Et puisque là, on va parler un peu Un de character-driven game. Waouh. et plus qu'un peu, puisque en gros la mécanique de jeu c'est que vous avez une journée c'est 4 shifts, 4 segments, d'accord. Travailler 3 shifts c'est possible. Si vous travaillez plus de 3 shifts, vous commencez à prendre salement, vous êtes fatigué. Donc on vous pousse très M'étonne. fortement à prendre un shift de downtime de repos. Ouais. Et En même temps, c'est logique, hein, Et parce le que shift de, 18 heures et en gros, d'affilée. le shift de repos, c'est vraiment comme dans Blade Runner, le premier film, le moment où Harrison Ford Deckard va chez lui, joue du piano, s'endort, fait des rêves avec des licornes, boit de l'alcool, etc. Ça fait autant partie de l'histoire. Hmm. Et il y a un mécanique de downtime, et les downtime peuvent même t'aider à potentiellement résoudre les enquêtes. Sachant, D'accord. voilà, Ok. voilà. Sachant que tous les personnages viennent avec un souvenir fort en eux, soit un souvenir implanté, soit un souvenir réel, Réel. et Ouais. que ces souvenirs-là peuvent avoir des influences pendant les downtime, comme Harrison Ford qui rêve de sa licorne dans le premier film. Et donc, c'est autre chose que dit le jeu. Le jeu dit, quand vous jouez une équipe, normalement, dans un jeu de base, on considère aux joueurs de rester groupés, pas à Blade Runner. Comme vous êtes on the clock, vous avez un timer qui bouge tout le temps. Les D'accord. enquêtes sont faites pour être difficiles si vous ne vous séparez pas. Le but est de vous séparer, que chacun, à chaque shift, aille enquêter sur quelqu'un pendant que l'autre aille enquêter sur quelqu'un. Évidemment, les Et, joueurs sont liés par une sorte de. Ils ont une sorte ça s'appelle le Key A, qui est leur. Ils ont un lien, ils c'est peuvent leur s'échanger, Voxcom, quoi. C'est leur com. ils peuvent échanger les infos, les machins, etc. Mais en gros, en fait, vous jouez en duo ou en solo la majorité du temps. Et quand c'est le cas, les autres joueurs vont être spectateurs de ce qui arrive à l'autre joueur, que ce soit en downtime, que ce soit dans D'accord. l'enquête. Et que globalement, Et, les joueurs se retrouvent ensemble que pour le showdown final où il y a la dernière truc pour résoudre l'enquête, quoi. hmm. Sachant qu'ils te donnent plein de conseils de masterisation sur comment gérer un tel rythme, et ils te disent au moment d'un Et, shift, faites des petites bouts de scène, mais ne faites pas l'entièreté d'un shift avec quelqu'un. Sautez de l'un à l'autre. Quitte à ce que l'un apprend, il peut le passer à l'autre, et donc ça va. d'accord. Tu vois, imaginons, Et- il y en a un enquêteur, il est au point A, il est en train d'interroger un suspect, il se demande s'il ne doit pas le buter, hop, tu passes à l'autre qui, quand il est en train de faire son enquête, se rend compte que, ben non, c'est pas lui le suspect, c'est un autre, il envoie vite le Kia et tu reviens au premier qui va peut-être buter sa cible, tu vois, il voit, mais non, elle est innocente, D'accord. et qui se retient, enfin, tu vois, voilà, donc en fait, il y a une interaction quand même avec les joueurs de cette manière. Ils conseillent pas, par exemple, de faire interagir les joueurs spectateurs en tant que PNJ à côté, quoi. Il ne donne pas ce conseil-là, mais rien ne D'accord. l'empêche si c'est pas Ouais. interdit. Oui, c'est pas interdit, mais ouais, ok. Voilà. Donc, c'est Putain, en termes un. de gestion de rythme, c'est pas évident en vrai, hein. C'est les conseils qu'ils ils donnent plein de conseils pour arriver à Ouais. ça. Mais en gros, leur objectif, c'est vraiment de créer, même si c'est un jeu où ils veulent prendre le temps de créer une ambiance, etc., c'est un jeu qui doit aller vite au niveau des échanges. Hmm. Voilà. Au niveau Oui. de la mécanique de jeu, je vais essayer de vous montrer une fiche de personnage. Voilà. Oui. Parce qu'a priori, c'est pas la mécanique habituelle des jeux Free League qui sont des poules de D6 et des. Les 6 sont des succès. Putain, la feuille, il est simple, c'est bien. Voilà, c'est assez simple. Non, en gros, il y a quelques caracs qui sont force, agilité, intelligence, empathie. Vous Hmm. avez vous avez une note entre A, B, C dedans, qui sont en gros des dés, entre D6, D8, D10, D12. Et quand vous faites quelque chose, vous lancez 2 dés, et les 6 sont des succès. Si c'est Les, plus du coup. voilà, si c'est plus. Les Ok. réplicants ont des bonus en force et en agilité. Les humains, eux, ont plus de compétences, de points de compétences. D'accord, ok, d'accord, très bien. Voilà. Et Ah oui, d'accord. Et les. Ok, donc répliquant bonus en carac et voilà. humain bonus Puisque en comp. en gros, les Ok, réplicants sont plus jeunes. ok, Et très bien. enfin, un dernier truc très intéressant qui je trouve fait vraiment un des voilà, les shifts pour calculer les shifts vous dit quoi Oui. mettre dans les shifts, etc., day 1, day 2, etc., la carte de Los Angeles, ok, et je vais essayer de vous trouver le truc qui est très intéressant, c'est-à-dire les PEX qui sont très intéressants. Donc les downtime, donc il y a des downtime events, ils te proposent une table pour gérer des downtime events. Et voilà, donc il y a 2 PEX dans ce jeu. Il y a les points de promotion et les points d'humanité, qui ne D'accord. permettent pas de faire la même chose. Les points d'humanité, c'est ce qui va te permettre d'augmenter tes caracs. Les points de promotion, c'est ce qui va te permettre d'avoir plein de bonus en jeu
avoir plus de thunes, demander un service, etc., etc., etc. Une voiture, un flingue, Une ce genre de voiture, choses. un flingue de meilleure qualité, une intervention Ok. rapide, des services spéciaux. Parce que toi t'es pas de la tac team, hein, t'es pas là pour défoncer des portes, t'es là Oui, pour oui, enquêter, t'es hein. l'enquêteur, quoi. Voilà. Oui, t'es Et l'officier, en quoi. gros, plus tu vas prendre de promotion de points, plus ton humanité va stagner, plus tu vas prendre des points d'humanité, plus tes promotions vont stagner. Parce que bizarrement, faire preuve d'humanité, eh ben, ça te fait pas faire le travail de Ouais. flic le plus Ouais. efficace de la Terre. Ok. Voilà. Et donc, il y a ces deux pex que tu vas gérer, ces deux jauges de pex, et comment tu gères ces pex va orienter vachement ton roleplay. Ouais. Ok. Et je trouve que ça marche assez bien sur le papier, parce qu'encore une fois, si je n'y ai pas joué, c'est une lecture, hein. Ensuite, il y a plein de petits tableaux fort sympathiques, et entre autres, il y a un tableau qui s'appelle Génération de case, donc de case, tu vois, case clue. Donc, on pouvait générer vos enquêtes avec des tableaux d'inspi qui marchent assez bien et qui restent donc comment dire, le trope Le trope de Blade Runner, de ouais. Blade Runner, exactement. Putain, la maquette, c'était très chouette, hein. J'en profite, hein, je me fais plaisir aux yeux, mais... Voilà, donc c'est un jeu que je trouve assez intéressant, vraiment pas mal fait, qui en tout cas a été fait pour donner plein de mini-règles qui sont censées vraiment rendre l'ambiance des films. C'est-à-dire, c'est pas alors, il y a de l'action, mais il n'y aura pas que du pam-pam boum-boum, clairement pas. Mm. Bah non. Mais sur l'action, ils ont entre autres des règles de poursuite qui sont vraiment pas mal. En gros, les gens choisissent ce qu'ils font dans la poursuite. Ils te conseillent de quoi faire comme jet en fonction de ce que les gens interviennent comme poursuite. Mais à chaque fois Mm. qu'il y a une poursuite, on tire sur une table d'obstacles de poursuite. Quoi qu'il arrive, D'accord. il y a un obstacle qui va arriver. Et donc ça peut aller de la foule de mecs à vélo qui débarquent et qui passent en plein milieu des poursuivants, au N'importe quoi. la salle pleine de merde sur laquelle tu peux glisser, les pigeons qui s'envolent parce que tu as pété une fenêtre. Et en gros, à chaque fois de poursuite, tu dois rythmer la poursuite par des événements obstacles qui peuvent D'accord. gêner soit le poursuivant, soit le poursuivi, soit voir les deux. Mm. Et donc, quoi qu'il arrive, à chaque rang de poursuite, il arrive quelque chose qui va changer la map, changer la D'accord. poursuite et rajouter des rebondissements pour que la poursuite soit toujours hyper cinématographique, parce que c'est quand même le but. Ouais, ça ralentit pas trop le rythme du truc, comme Comme je ça, vois, sur j'y ai le pas joué, papier. c'est un retour de Oui, lecture, oui. donc Ouais, je ouais. trouve ça intéressant, j'ai envie de le tester, je sais pas du tout si ça passera le feu du jeu, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon cyberpunk. Mm. Alors avec pas trop de cyber, du génétique Plutôt punk, du punk, mais ouais. beaucoup de punk, ça oui. Beaucoup de punk. Au niveau Plein de du punk. cyber, il y a très peu de cyber. Il en existe un peu, mais ça coûte une fortune de blinde et il faut se le Ouais. payer. Et c'est que pour les gens handicapés ou qui ont de l'argent ou les gens ultra riches, etc. Mm. Donc très peu de cyber. Et comme ils le disent, c'est ultra douloureux, c'est hyper cher, et ça marche pas toujours très bien. Enfin, on est très loin de cyberpunk justement Mm. ou de Shadowrun. C'est un cyberpunk, si je puis dire, qui est vraiment pas mal, qui est intéressant, où il y a avec une matrice très peu développée. Un internet qui est très en retrait, puisqu'il y a un événement majeur dans leur background qui fait qu'en gros, à un moment, l'internet mondial a pété, et comme tout était en ligne, tout le monde a perdu ses comptes en banque, ses machins, il y a des avions qui sont crashés, les tours de contrôle étaient plus capables de voir les avions qui voulaient atterrir, donc Ouais, c'est le bug de l'an 2000, quoi. voilà, on a remis en place un internet, mais qui est plutôt des intranets hyper Mm. fermés, hyper sécurisés, et où il n'y a clairement pas des sites de gens qui font leur site, etc. Tout est contrôlé par l'État, donc déjà, c'est pas un lieu de liberté, Internet. Et en gros, la technologie est enfin, existe, mais le moins possible gérée Mm. enfin, elle n'est pas libre, elle est hyper réglementée. Mm, d'accord. Voilà. Donc il y a, comme dans 2049, les gens peuvent avoir une sorte d'IA chez eux en hologramme qui apparaît et qui gère comme une sorte de super Siri qui gère leurs besoins de tous les jours, mais encore une fois, elle est hyper Mm. réglementée, contrôlée par une société privée, avec l'État derrière. Donc c'est pas le... Voilà, il n'y a pas d'Undernet, il n'y a pas de Blacknet, enfin et les gens se méfient de la technologie. On prend très peu l'avion, on se déplace peu, on reste dans sa ville Mm. et on bouffe des algues de synthèse, puisqu'évidemment, les animaux. Et il n'y a plus de bouffe. Ouais, plus de Ouais, bouffe. il n'y a plus Voilà. d'animaux. C'est vrai qu'il n'y a plus d'animaux dans Blade Runner. Absolument. Donc C'est hyper rare. on bouffe Mm. des algues de synthèse.
Je me permets un petit conseil lecture, les androïdes de Rave Steel de Mouton électrique, qui est la base Blade Runner, lisez-le, c'est vraiment très chouette. De Il y a Philippe Cadic. plein de réflexions. Ouais. Voilà, de Philippe Cadic, c'est vraiment très très cool. Si tu devais faire un one shot ou une mini campagne, tu pitcherais ça, t'aurais un pitch un peu en tête ou pas du tout? Bah, le scénar de base est bien. Ensuite, ça D'accord. dépend beaucoup des personnages que tu vas faire, puisque leurs souvenirs, leurs relations personnelles, tout ça ont une Hmm. grosse importance. C'est comme très caractère-driven, c'est difficile d'avoir un. Je pense qu'il faut faire une D'accord. session zéro, créer les personnages, le groupe, et à partir de là, tu vas. Avec le tableau de génération d'affaires, tu vas. Ah, ouais. Si t'as lu un peu la création de perso, les personnages se ressemblent pas trop vu qu'ils sont un peu tous, ils ont un peu tous le même rôle en termes Alors, en termes il mécaniques. propose des classes. Alors, c'est pas des vraies classes, en fait, D'accord. Des archétypes. des archétypes avec, Ouais. qui sont pas du tout fermés. C'est des Ok. archétypes. Vous voulez plutôt jouer ça comme archétype, voilà ce que vous pouvez prendre comme spécialisation. D'accord. Ok. Ok. Oui, Donc, donc ils te permettent d'avoir un peu bah, tu vas avoir comment le ah social, le bourrin, ouais. l'enquêteur. Bah, tu vas te faire une équipe Un petit voilà, zoom quoi. où chacun Ok. va avoir sa spécialité, Bon, quoi. moi j'ai plus qu'une question, hein. Quand est-ce qu'on joue finalement? Bah écoute, on va certainement essayer de faire un AP. Voilà. Mon avis final, c'est que en tant que fan de Blade Runner, je trouve ça très bien, je suis très content de l'avoir. Ça restitue parfaitement, normalement, sur le papier, il faut voir en jeu l'ambiance du monde. Voilà, le seul truc, le seul disclaimer, c'est attention, putain, c'est dépressif, putain, il y a pas de futur, c'est no Ouais. futur, hein. Et un vrai no futur, Ouais. il n'y a pas d'espoir que la planète soit sauvée, il y a que dalle. Donc, en gros, si ce genre de sujets sont trop lourds à vous apporter, que vous avez besoin de licornes avec Et- des arcs-en-ciel et des choses positives, etc., et que vous êtes déprimé, c'est pas un jeu à faire, c'est vraiment. Voilà, Ouais, c'est du no c'est futur un et vous vrai êtes no dans la futur merde et comme vous il êtes dans faut, la quoi. merde et Voilà. il y aura pas d'éclaircie quoi. Exactement. Donc, le monde de Blade Runner n'est vraiment pas un monde. Et du coup, on peut faire des beaux monologues. Oui, tu peux faire des beaux monologues. Ah, chouette, on peut faire des beaux monologues. Qui est un des monologues un peu emblématiques. Sur Hector Howard, Roy Betty Ouais, dans le premier film, tout à fait. qui est très très chouette. On se dit à la prochaine À la prochaine sur sur la la JDR. JDR. Salut! Et rejoignez-nous sur Discord.